Donc nous accueillons, et je vous remercie Madame la Ministre, Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Vous êtes chargée auprès du ministre de la Santé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Pour être tout à fait clair, nous avons sollicité votre ministre de tutelle, Monsieur Aurélien Rousseau, qui, dans sa réponse, nous a recommandé de vous auditionner. Voilà, cette compétence est dans votre feuille de route. Je tiens à vous dire, Madame la Ministre, que c'est une commission d'enquête qui a pour objet de comprendre. On n'est vraiment pas là pour pointer des responsabilités, trouver des boucs émissaires. Une politique publique est quelque chose qui est complexe. Celle-ci l'est peut-être particulièrement. Elle se heurte à beaucoup de freins que nous avons cherché à identifier. Elle est interministérielle en soi. Et donc nous auditionnons les ministres dans cette fin de parcours de travaux pour comprendre quel regard vous portez sur votre propre administration, sur cette politique publique, quel est l'ordre de priorité, comment est-ce qu'elle rentre dans votre agenda, quel regard vous portez sur ce qu'elle a d'interministériel, comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là, au niveau de vos services, au niveau de votre cabinet, au niveau et puis à votre propre niveau, sachant que la dimension santé est un point focal particulier. Les travaux de l'INSERM qu'ils ont actualisés récemment, la fameuse étude collective, a été le déclencheur d'une prise de conscience d'un enjeu de santé sur les produits phytopharmaceutiques. C'est au centre de la préoccupation de nombreux collectifs citoyens, organisations, ONG, associations que nous avons auditionnées. Et c'est une politique publique qui doit rentrer dans une équation complexe avec beaucoup de paramètres. La biodiversité, l'eau, la souveraineté alimentaire, le revenu agricole. On peut donc considérer qu'il y a une hiérarchie ou un agencement de ces différents paramètres qui est complexe à définir et à matérialiser en interministériel. C'est cette complexité que nous allons essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais donc vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, si vous voulez bien vous limiter à ce temps-là pour laisser le temps aux rapporteurs et aux membres de la commission ensuite d'avoir un échange avec vous. Et je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée et que vous êtes tenu de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie, Madame la Ministre, et je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur les députés, tout d'abord, merci, Monsieur le Président, de vos propos liminaires et sur l'explication et le sens que vous avez souhaité donner à votre commission d'enquête, c'est-à-dire comprendre la complexité de ce dossier. Je tiens à le dire sans ambiguïté, la réduction de l'utilisation et donc de l'exposition aux produits phytosanitaires concerne tous les ministères, en premier chef de ceux en charge de l'agriculture, de l'environnement, mais aussi de la santé. En effet, l'usage des pesticides est devenu une question sociétale, ne concernant plus seulement les agriculteurs. C'est désormais une attente citoyenne forte, parfaitement légitime, puisque ces dernières années, les études visant à mieux apprécier l'exposition de la population et les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine se sont multipliées et ont mis en évidence des impacts sanitaires. L'approche interministérielle constitue donc une nécessité pour préserver la santé humaine et la santé des milieux dans lesquels nous vivons. Cette approche, nous la mettons en place au quotidien depuis 2009 au travers des différents plans et stratégies éco-phyto qui se sont succédés. La Première ministre a renouvelé la volonté, lors du dernier Salon international de l'agriculture, de réduire de 50% notre utilisation des produits phytosanitaires. Je tiens d'ailleurs à préciser de nouveau qu'il ne s'agit pas là d'une initiative française isolée, mais bien d'une ambition européenne sur laquelle notre pays n'est d'ailleurs pas en retard, malgré beaucoup de controverses. Cette ambition, au ministère de la Santé et de la Prévention, nous devons y contribuer avec pragmatisme et transparence. Pragmatisme, car nous devons avoir conscience des limites de l'interdiction de l'usage des pesticides mettant en jeu notre souveraineté alimentaire. Transparence, car nous devons tout mettre en œuvre pour mieux comprendre et prévenir les impacts sanitaires et environnementaux qui sont devenus une source de préoccupation légitime pour nos concitoyens. Cela passe par le renforcement des connaissances. Depuis quelques années, nous détectons de plus en plus, et dans tous les milieux, des pesticides ou des produits issus de leur dégradation, à savoir les métabolites. Cependant,
Et c'est important de le souligner, tout ce que l'on détecte ne présente pas forcément un risque sanitaire. Dans tous les cas, et comme pour tous les risques, il nous faut distinguer ce qui relève des connaissances actuelles, des connaissances non disponibles, ou encore des expertises à mobiliser pour combler ces écarts. Si toutes les attentes des citoyens évoluent vite, les études également. De nombreuses études épidémiologiques pointent désormais du doigt le risque d'une exposition domestique et professionnelle sur la santé des travailleurs agricoles, des riverains ou encore de certains publics vulnérables, tels que les femmes enceintes ou les enfants. Leucémie, cancer de la prostate, maladie de Parkinson sont autant de pathologies qui en sont des conséquences. Alors même que les liens entre exposition aux pesticides et pathologie restent complexes à établir, nous savons d'ores et déjà que, s'agissant des professionnels agricoles, la maladie de Parkinson et certaines hémopathies malignes sont aujourd'hui reconnues comme maladies professionnelles provoquées par les produits phytopharmaceutiques. Cela veut dire que dans ce cadre, il nous faut tout faire pour protéger les travailleurs et les indemniser le cas échéant. C'est le cas notamment grâce aux mesures de protection individuelles mises en œuvre par les agricultures. Je tiens d'ailleurs à rappeler l'engagement des agriculteurs et des travailleurs agricoles qui ont pleinement conscience de ces enjeux et de la nécessité de protéger leur santé, mais également la santé de leurs concitoyens. C'est aussi le cas avec le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, le FIVP, créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Ce fonds, qui monte en charge, doublement des demandes en 2022, a permis une réelle avancée de l'indemnisation des victimes professionnelles des pesticides, notamment les victimes de la chlordécone aux Antilles, avec l'intégration en 2022 dans les tableaux de maladies professionnelles du cancer de la prostate provoqué par les pesticides, dont le chlordécone. Concernant la population générale, et notamment les riverains de parcelles agricoles, des préoccupations existent également quant au risque d'atteinte du neurodéveloppement, d'impact sur la grossesse, de développement des cancers de l'adulte, de cancers pédiatriques, ainsi que de la maladie de Parkinson. Cependant, pour ces maladies, la caractérisation du lien est aujourd'hui plus faible en dehors de l'exposition in utero. Cela veut donc dire qu'il faut bien différencier la perception du risque, le risque avéré et les mesures de protection à mettre en place. C'est notamment pour améliorer nos connaissances que nous avons fait le choix de financer Pestirive en mobilisant la redevance pour pollution diffuse, assise sur les ventes de produits phytosanitaires au nom du principe pollueur-payeur. L'étude Pestirive, menée par Santé publique France et l'ANSES, financée en grande partie par le plan Éco-Phyto 2, est la première étude de grande ampleur visant à mieux connaître et comprendre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques des personnes vivant près des cultures viticoles. Les premiers résultats de cette étude sont attendus pour le début de l'année 2025. La montée en charge de la connaissance doit s'accompagner de mesures claires permettant de renforcer la protection de l'ensemble des populations. Cela passe par l'interdiction des CMR1, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Comme vous l'avez rappelé, lors de cette commission d'enquête, les substances classées CMR1 sont depuis 2014 retirées du marché. Cette mesure est très importante. D'abord parce qu'elle démontre notre volonté de protéger. Ensuite, parce qu'elle affiche notre intransigeance lorsqu'un danger est spécifiquement et scientifiquement prouvé. Donc, par exemple, l'époxyconazole ou le propiconazole ou encore le fluorochlordicone classé CMR1 dès 2017. Nous pouvons nous féliciter également des avancées portées, d'une part par le cadre réglementaire relatif aux zones de non-traitement, dit ZNT, qui a connu plusieurs évolutions récentes, et d'autre part par la loi Labbé de 2014, dont le périmètre d'interdiction en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques s'est vu élargi à plusieurs reprises. Ainsi, avec la loi Labbé, depuis le 1er janvier 2002, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans tous les lieux de vie. Mais le renforcement de la protection de la population doit également passer par une meilleure anticipation liée à l'exposome et une meilleure maîtrise des milieux. Sur cela, l'un d'entre eux retient toute mon attention, tant sa nécessité nous est vitale. L'eau. L'eau représente un enjeu de santé majeur à plus d'un titre. Préserver une ressource de plus en plus précieuse, tout en garantissant sa qualité, est un des objectifs prioritaires du ministère de la Santé et de la Prévention. À cet égard, je rappelle le travail conduit par les agences régionales de santé qui œuvrent au quotidien dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine. Au cours de ces derniers mois, vous le savez, la mise à jour régulière des molécules suivies dans les eaux destinées à la consommation humaine a fait apparaître la présence de certains produits phytopharmaceutiques
et leurs métabolites dans les ressources en eau et dans les eaux distribuées au robinet des consommateurs. Je pense en particulier aux métabolites du chlorothalonil, du S-méthallochlore ou de la chloridazone. Mobilisant les autorités nationales et locales, la question de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit trouver une place centrale dans nos débats. Aussi, je souhaite que nous portions en interministériel une politique ambitieuse et que les mesures de réduction des intrants et de protection sur les captages utilisés pour la production de l'eau que nous consommons au quotidien soient renforcées, comme le plan eau présenté en mars dernier nous y engage. Mon ministère est également attentif au sujet de la protection des captages d'eau potable en tant que zone sensible, d'eau potable, en tant que zone sensible dans le cadre du règlement européen usage durable des pesticides, dits sûrs, en cours de renégociation. Renforcer la protection et réduire l'exposition, c'est aussi permettre aux riverains, aux personnes exposées, de signaler plus facilement un effet indésirable. Pour cela, nous continuerons le déploiement national d'un dispositif de signalement des expositions aux produits phytopharmaceutiques. Nous pourrons répondre ainsi aux attentes de nombreux concitoyens en articulation avec le dispositif des chartes d'engagement d'utilisation des produits phytosanitaires pour les agriculteurs déjà engagés au niveau territorial. Force est de constater que notre engagement sur le sujet est bien réel et pourtant, je partage avec vous des résultats qui ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu. Mais alors, quelles seraient les autres solutions? Est-ce à dire qu'il faudrait, par principe de précaution, tout interdire tout de suite, alors même que toutes les connaissances ne sont pas disponibles ou que les expositions aux polluants sont multiples, via l'eau, via l'alimentation, via l'air? Je ne suis pas certaine que tout passe par l'interdiction. Également, je ne suis pas certaine que le principe de précaution corresponde obligatoirement à l'interdiction. En tant que pharmacienne, si je peux me permettre une analogie, et je crois que je ne suis pas la seule à la faire, les produits de santé sont également potentiellement dangereux pour la santé. Et c'est bien parce qu'on les utilise selon un dosage précis et selon des recommandations scientifiquement fondées qu'ils répondent à nos besoins. Ainsi, si la boussole de notre action est bien la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et de l'exposition de la population générale et des agriculteurs premiers exposés, il nous faudra continuer à accompagner les agriculteurs sur leurs usages. De plus, si je continue mon analogie, il nous faudra renforcer, à l'image de la pharmacovigilance pour les médicaments, la phytopharmacovigilance pour les pesticides. Si nous voulons mieux connaître les risques liés à l'exposition, mais aussi au cumul des expositions, les effets cocktails ou effets dose, être en mesure de savoir quel produit a été utilisé dans quelle quantité et à quel endroit est fondamental. Aujourd'hui, cela est réglementairement prévu, mais avec la nouvelle stratégie Écophyto 2030, nous viendrons améliorer ces recueils d'informations, notamment en numérisant le processus. La clé sera, et je le répète, dans la transparence et dans l'information de chacun et de chacune sur les risques. Dans ce sens, la place des professionnels de santé pour accompagner nos concitoyens est un levier. Dans la stratégie Écophyto 2030, nous renforcerons la place des professionnels de santé pour que les médecins puissent mieux informer nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, votre commission d'enquête montre que le sujet est d'une importance majeure. C'est parce qu'il est important qu'il faut savoir accepter sa complexité. Il n'y a pas une réponse unique, et je pense que vous l'avez constaté. Chacun, en fonction de son point de vue et de sa place, vous les apportera. Les miennes seront celles du ministère délégué dont j'ai la charge, et comme je suis dans le cadre d'une commission d'enquête, je me limiterai dans mes réponses aux sujets qui sont directement sous ma responsabilité. Je suis désormais prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Ministre pour vos propos liminaires. Je crois qu'on interprète pas mal les propos du Président en introduction. Hein, quand il disait on cherche à comprendre où sont les responsabilités. C'est clair. Par contre, on ne cherche pas a priori des coupables, et voilà, mais on ira jusqu'au bout des explications et des responsabilités. Et dans ces responsabilités, je vous le dis d'emblée, pour avoir conduit une mission du gouvernement en 2014, c'est une des bornes qu'on a fixées pour les 10 ans d'évaluation, pour avoir en permanence suivi ces sujets, et au bout de je ne sais pas combien d'heures d'audition, le ministère de la Santé, je vous le dis sans j'ai aucune accusation personnelle, vous le comprendrez bien, hein, apparaissait comme le grand absent des débats et des donneurs d'ordre sur le sujet. Bon. Il nous semble, et c'est notre conviction qui nous animait dès le départ, c'est qu'il devrait être au centre
des préoccupations. Ça semble être votre volonté, dont acte. Donc je vais maintenant éprouver cette volonté à travers quelques questions qui vont venir préciser ce que vous faites. La première question, elle est sur la démocratie. Il y a un plan, il y a une commission parlementaire qui, le président l'a dit, et je crois que vous pouvez nous faire tous confiance, vise à être utile au débat public. C'est une contribution à l'amélioration des politiques publiques. On a écrit à Matignon pour leur dire que c'était bien de sortir un éco-phyto 2030, mais que ça aurait été bien d'attendre sûr, d'une part, le règlement européen qui aboutisse, et d'autre part, les résultats de la commission d'enquête parlementaire. Et je voudrais vous demander à vous, personnellement, la réponse a été plutôt encourageante de la part du gouvernement, en disant qu'on attendrait début 2024 pour écrire le plan dans sa forme diverse. Madame la ministre, serez-vous attentive à nos recommandations par respect pour le Parlement que, par ailleurs, vous chérissez? La première question n'est pas difficile. Vous avez fait à la fois la question et la réponse, non? Tout d'abord, dans mes propos liminaires, j'ai remercié le président. C'est justement parce que c'est l'état d'esprit qui a prévalu dans les propos du président que je me suis permis de dire que j'étais, j'allais dire, attentive aux propos. Quand je dis comprendre, c'est surtout pas pour accuser, c'est comprendre la complexité du sujet, et c'est ce en quoi j'ai remercié le président. Le grand absent, la santé. Je vais être très claire, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que pour la première fois au ministère de la Santé, un ministre a dans sa feuille de route clairement écrit les enjeux autour de la santé environnementale. Les enjeux autour de la santé environnementale, c'est clairement écrit dans ma feuille de route. C'est pour ça que c'est moi qui est là aujourd'hui et que le ministre de la Santé et de la Prévention a souhaité que je sois présente ici aujourd'hui. C'est parce que c'est clairement écrit dans ma feuille de route. Et c'est tellement écrit dans ma feuille de route et que nous souhaitons tellement travailler en interministériel que toutes les réunions qui ont lieu sur tous les sujets qui concernent la santé environnementale, systématiquement, si vous regardez bien, et je sais que vous êtes attentifs à ces sujets-là, il y a toujours, aux côtés du ministère de la Transition écologique, aux côtés du ministère de l'Agriculture, à la fois la représentation du ministère de la Santé à travers moi, à travers la recherche, la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous faisons toutes ces réunions systématiquement à 3 ou 4. Mais systématiquement, nous sommes toujours présents. Lorsqu'on parle de l'air, lorsqu'on parle de ZFE, il y a à la fois le ministre de MTCT, du ministre des Transports et la Santé. Donc c'est pour répondre à l'enjeu autour de l'interministérialité et à la volonté de mettre la santé comme un enjeu primordial sur cette problématique. Et sur votre première question, véritablement, sur l'enjeu de la démocratie et sur le fait que nous serons très attentifs, j'allais dire, au rapport issu de votre commission d'enquête, la réponse est bien évidemment oui. Vous l'avez rappelé, la parlementaire que j'étais il y a encore quelques mois souhaite que nous soyons toujours très attentifs aux travaux faits par les parlementaires. C'est un enjeu important pour la démocratie, mais c'est aussi un enjeu important parce que vous avez fait un travail important et qui nous importe de pouvoir, j'allais dire, le consulter. Et donc, dans la stratégie éco-phyto, elle avance, mais bien sûr, nous regarderons avec attention la conclusion de vos travaux. Merci, Madame la Ministre. J'entends, je vous remercie pour cette disposition d'esprit, mais je note qu'à travers l'affirmation de l'originalité de votre mission et de sa nouveauté, on peut faire ensemble le constat que ça a été peut-être un élément manquant par le passé, en tout cas qui avait besoin de le réaffirmer à travers votre compétence et votre engagement, dont on ne doute pas à cet instant. Mais ça a peu existé auparavant et ça confirmerait plutôt l'hypothèse que je posais initialement. C'est derrière nous, on va essayer de regarder quelques points plus précis. Vous lancez depuis Pesty-Rives. Moi j'ai un souvenir, si on prend 10 ans, c'est à peu près vers 2015-2016, j'ai un doute que les questions de riverains surgissent à travers l'affaire d'une école, etc. Donc l'opinion publique est émue, c'est pas nouveau, hein, mais est émue. Et je me souviens, pour avoir rendu le rapport 1 an ou 2 avant, de m'en être voulu de ne pas avoir vu ce sujet émerger, quoi. Donc c'est un rapport qui ne parle pas du tout des riverains, donc c'est un sujet qui émerge. Alors c'est nouveau, et en même temps ça a quand même 8-9 ans. On peut s'étonner tout de même que l'étude soit seulement lancée, qu'il faille attendre encore 1 an pour avoir ses résultats.
un sujet qui est absolument crucial, quoi. J'habite à un endroit et la distance du pulvé, la nature des produits utilisés, leurs conditions d'utilisation, etc. On ne disposait pas d'études scientifiques documentées auparavant, donc ça fait maintenant 8 ans à peu près qu'on aurait tardé à documenter ce risque-là du point de vue sanitaire. Vous pouvez nous expliquer ? Je vais compléter ma réponse à votre première question, puisque vous avez rebondi. Je vais me permettre de rebondir sur... tout d'abord, vous dire que la crise sanitaire est aussi passée par là, sur la prise de conscience générale, que de travailler sur ces sujets. Il faut savoir aussi, j'allais dire, apprendre de ces crises sanitaires. Et je pense que replacer les enjeux de la santé autour du concept One Health, on peut aussi l'affirmer. Et c'est une volonté d'affirmation. Ce n'est pas seulement une volonté d'affirmation, mais de dire que la santé environnementale est un enjeu majeur et devient un enjeu de santé publique. Peut-être on peut aussi dire que c'est un des rétextes importants de la crise Covid, ce qui ne veut pas dire qu'avant, ça n'était pas pris en compte, mais en tout cas, ça n'était pas affiché. Là, c'est clairement affiché et que la volonté de travailler sur une seule santé, le One Health, est clairement dans la feuille de route qui est la mienne. Après, pour répondre à la question sur le Pestiriv et les résultats qui seront attendus 2025, c'est pas parce qu'on parle, et je n'ai parlé dans mes propos introductifs, que de Pestiriv, qu'avant il n'y avait rien. On a également été mobilisé autour de différentes études. Je vais vous en citer 3. Géocap Agri, dont l'objectif était d'étudier le risque d'apparition de cancer chez l'enfant au regard de la proximité de certaines familles de culture. Les premiers résultats ont d'ailleurs été publiés en octobre dernier. L'étude Esteban, qui a été lancée par Santé publique France et qui va se prolonger avec l'étude Alban. Et puis l'expertise collective de l'INSERM, pesticides et effets sur la santé et nouvelles données. Donc je dis que tout ça, c'était bien en amont et ça a bien complété l'étude Pestiriv que j'ai uniquement citée dans mon propos liminaire. Merci pour ces précisions, parce qu'on aurait autrement dénoncé une lacune, mais il y a eu différentes initiatives. Celle de l'INSERM nous sert de borne. Hein. Ça aurait été égocentrique que de prendre le rapport de 2014, donc on a pris 2013, premier rapport de l'INSERM, complété en 2021, c'est bien ça, hein, c'est deuxième parution qui vient confirmer par les cohortes étudiées les intuitions posées en 2013, et c'est bien 2013-2023. Bon, voilà, c'est... Merci pour ces précisions. J'aurais tout de suite rebondir sur la question d'un sujet qui nous tient à cœur, parce que j'étais à l'initiative dans une PPL qui n'a pas pu être traitée, mais Agnès Buzyn, votre prédécesseur, avait tenu son engagement. On n'avait pas pu l'examiner dans la niche socialiste, mais le couperet de minuit était tombé. Mais elle avait pris juste le temps de prendre l'engagement de le reprendre dans le PLFSS, ce qui a été fait l'automne suivant. Et donc, ce fonds phytovictime a été créé. On le vivait tous comme un compromis qui avait été organisé avec le gouvernement, hein, première étape. En écoutant ces auteurs et la MSA il y a peu de temps, je dois vous dire, je peux être contredit par les commissaires, mais on partage avec le président le sentiment que nous n'étions pas... on n'a pas eu l'impression d'un dynamisme extraordinaire et que quelques questions que nous posions n'avaient pas obtenu de réponse, notamment sur l'information des agriculteurs, qui paraissait encore lacunaire sur leurs droits en la matière, sur la question de l'exposition in utero. Une des fiertés de ce fonds phytovictime, c'est qu'il reconnaissait la possible contamination in utero, très peu de publicité, et puis l'absence de prévention sur les publicités qui concernent la phytopharmacie dans la presse spécialisée. Bref, beaucoup de carences. On n'a pas très bien compris comment toutes ces informations qui remontaient lentement, mais sûrement, vous avez dit ça double, on part de si bas, hein, mais c'est en train de doubler. Le registre des maladies professionnelles est mieux documenté. Donc tout ça se met... On n'a pas eu l'impression d'un manque de volontarisme. Est-ce que pour le ministère, même s'il y a délégation à la MSA, même s'il y a un fonds qui est géré, qui est animé par un président, est-ce que pour le ministère de la Santé, est-ce que vous veillez au dynamisme, à la rapidité du déploiement de ce fonds
qui est un effet de justice, mais avec beaucoup de retard par rapport au passé, hein, beaucoup de retard. Est-ce que vous y êtes déjà investi? Est-ce que vous avez l'intention de vous investir dans la dynamisation et la pleine expression du potentiel de ce fonds tel que nous l'avons en tout cas voulu au Parlement? Merci. Merci pour cette question. Alors d'abord, je ne vais pas botter en touche parce que ce fonds est géré par le ministère du Travail. Mais vous dire quand même que sur ce fonds, il se trouve que je reviens de Martinique. Et donc, on a beaucoup parlé de ce fonds puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec des professionnels de santé, mais aussi avec Serge Letchimy, qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup œuvré pour ce fonds. L'information nécessaire, j'allais dire, pour les agriculteurs. Et tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'ai parlé de la nécessaire aussi information aux professionnels de santé. Je pense que ça passera aussi par là. Ça passera, à mon sens, d'abord par là. On ne va pas rajouter une couche aux professionnels de santé, mais je veux dire qu'on voit bien, lorsqu'un professionnel de santé rencontre un agriculteur, qu'on puisse, j'allais dire, en amont, d'abord porter à connaissance l'existence de ce fonds. Je crois que là aussi, on doit multiplier les canaux d'information sur l'existence de ce fonds, comme vous l'avez rappelé, qui est quand même assez récent. Mettre tous les acteurs, hein, j'allais dire, à la fois, voilà, on peut aussi parler des jeunes agris, on peut aussi parler de la FNSEA en disant que ce fonds existe. C'est aussi porté à connaissance, même si eux le savent. Bien sûr, la reconnaissance, là aussi, de l'exposition in utero, je l'ai aussi dit dans mon propos liminaire. En ce qui concerne la chlordécone, très clairement, l'État a pris ses responsabilités en parlant d'un droit à réparation. Et d'ailleurs, la montée en puissance de l'utilisation de ce fonds montre à quel point, je le redis, une création récente, l'information commence à arriver. Il faut continuer à multiplier, je le redis, les canaux possible d'information pour porter à connaissance l'existence même de ce fonds. Et d'ailleurs, la reconnaissance, et je vais prendre l'exemple de la chlordécone en décembre 2022 du cancer de la prostate, va aussi faire monter en puissance l'utilisation même de ce fonds. Pardon pour la contrainte technique. Oui, c'est justement sur ce cancer de la prostate. J'ai fait une petite enquête de territoire. Il y a par ailleurs des enquêtes épidémiologiques qui sont déclenchées dès lors qu'un signal est fait. Mais quand on a posé la question lors de l'audition, on a posé des questions simples en disant elle n'est pas répertoriée comme une des cibles privilégier l'exposition aux pesticides. Or, c'est celle qui remonte très fortement. Avec qui en avez-vous parlé? Est-ce que ça remonte à l'ANSES? Quel est le dialogue avec le ministère de la Santé? Et alors, peut-être une question de... Voilà, mais on a besoin que, à la fois, ce qui s'est passé dans Agrican et ce qui se fait sur cet échantillon très singulier des personnes qui souffrent d'une maladie dont on pressent qu'elle est liée à l'exposition au phyto, puis que tout ça soit pleinement tiré. Dans l'esprit du législateur, encore une fois, c'était on répare, et à partir de la réparation, on prévient. Hein, voilà, et on n'a pas senti cette dynamique. C'est peut-être de notre faute, hein, on n'a pas compris, on n'a pas pris assez de temps, mais c'est plus une alerte, c'est l'occasion. Et comprenez-le, ma remarque n'est pas du tout un reproche, elle est plutôt de dire, nous avons appris cela, nous allons l'écrire, et dès maintenant, on vous alerte vivement sur ce sujet. On doit tirer pleinement profit de cette innovation dans le droit français. Vous avez évoqué One Health. Juste rapidement, compléter ma réponse à cette interpellation. D'ailleurs, on l'a, j'allais dire pour l'instant, et vous avez raison de le dire, l'utiliser comme un droit à réparation. La reconnaissance comme maladie due au chlordécone, par exemple, sur le cancer de la prostate, date de décembre 2022. Donc, c'est encore assez récent. Donc, dans la stratégie Éco-Phyto 2030, et je n'ai pas de doute que ça fasse partie aussi peut-être de vos recommandations, il nous faut, j'allais dire, travailler à la fois sur la prévention et que ça fasse clairement partie intégrante, le porter à connaissance de ce fonds et à la fois la prévention dans la stratégie qui sera portée par Éco-Phyto 2030.
Merci beaucoup. Vous avez évoqué votre passion pour One Health, elle est partagée par le rapporteur. J'ai eu l'occasion d'écrire un article pour la Fondation Jean Jaurès là-dessus. C'est les origines, on ne sait pas la crise du Covid-19, hein, ça a remis en évidence, mais la FAO travaille avec l'OMS, avec l'OIE sur ces sujets, donc il y a des regards croisés à l'échelle internationale. C'est une culture qui a été quand même une des traces françaises, hein. Il y a une des contributions françaises fortes là-dessus. On l'a intégré dans diverses lois. Très concrètement, pour le ministère de la Santé, effet cocktail, exposome, mode de vie, vous avez pointé tous ces sujets. Quels sont les moyens dont vous vous dotez aujourd'hui pour accentuer la recherche en la matière? Et puis deuxième question connexe, avec le président et peut-être l'ensemble des commissaires, on avait été parfois surpris de... Enfin, c'est une question générique, hein, pas seulement pour les phytos, mais comment l'ensemble des études scientifiques, Madame la Ministre, s'articulent-elles les unes avec les autres? L'INSERM, avec son rapport, affirmait des choses qui n'étaient pas reprises dans d'autres études. Il y a un problème de consolidation de l'ensemble des études et des approches qui sont faites. Et il nous semble que sur cette question de, encore une fois, exposome, effet cocktail, on a beaucoup d'études, mais on ne sait pas trop comment elles sont hiérarchisées, articulées. On est dans le... On ne doute pas que vous y travaillez, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de grand architecte à faire de la part du ministère de la Santé pour que chacune de ces études... ouais, je souffre presque une réponse à vous voir. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de ce point de vue-là? Parce que les controverses qui naissent des différences méthodologiques inévitables, hein, mais qui ne sont pas réarticulées, hiérarchisées entre elles et tout, c'est du pain béni pour ceux qui doutent et qui veulent faire douter, hein, qui font semblant de douter et qui veulent faire douter l'opinion publique, quoi, et au nom d'intérêts particuliers. Donc vraiment, la force d'une science hiérarchisée, articulée, nous paraît une évidence, et vous en êtes évidemment le premier acteur, non? Alors déjà, je vais redire et insister, hein, la santé environnementale inscrite dans la feuille de route du ministère de la Santé, ça je crois que c'est déjà une première pierre et une première réponse sur toutes les études, et je l'ai redit, à la fois l'équilibre entre améliorer nos connaissances, qui sont absolument nécessaires pour nous permettre de démontrer scientifiquement la présence ou l'absence de risque sur la santé, ça je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut continuer à faire. Et une fois la démonstration faite, cela nous renforce dans la décision de modification, de suspension ou d'interdiction d'usage ou de produits phytosanitaires. En ce qui concerne la maîtrise des risques, des expositions et plus généralement l'application de la méthode Une seule santé, dite One Health ou One Health dite Une seule santé, ça dépend dans quel sens on le dit, mon ministère, très clairement, défendra désormais la nécessité de mettre en place une instance interministérielle dédiée à ces questions de santé globale, associant les ministères de l'économie, de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement. C'est quelque chose que je porte, c'est quelque chose que je défends. Je pense que c'est important. Si on veut emmener le concept One Health, il faut vraiment qu'on puisse aller en ce sens. Donc c'est la deuxième pierre que j'aimerais pouvoir voir, j'allais dire, s'atteler à la première, qui est celui du concept de santé environnementale qui est porté dans ma feuille de route. Merci Madame la Ministre. C'est passionnant le dialogue avec vous, et je vous en remercie. J'aurais encore plein de questions. Je regardais que deux, parce qu'on est nombreux, et je veux que chacun des commissaires puisse s'exprimer et vous interroger. La première concerne l'eau. Vous semblez entendre, alors ça pourrait être le ministre de l'écologie qui le dise, ou de l'alimentation, parce que c'est le premier aliment, l'eau, hein, c'est bon, donc le ministère de l'Agriculture, mais c'est incroyable ce qu'on a entendu des agences de l'eau, quoi. On va, et des agences de l'eau et de l'INRAE et de tous les experts, on va vers une crise grave de la ressource liée au stress hydrique cumulé avec la permanence des anciens produits et de leur rémanence à travers les métabolites et l'arrivée et la maintenance, enfin le rythme, etc. Enfin bref, il y a une alerte majeure. Or, nos instruments sont des instruments mous, territorialisés, objets de tractation infinis. Est-ce qu'on va avoir des problèmes de ressources en eau parce qu'on aura manqué d'autorité publique? Et en matière d'autorité publique, quelles sont les décisions majeures qu'il conviendrait de prendre sur les captages d'après vous pour assurer la sécurité sanitaire de l'eau potable?
sans que ça passe par des coûts prohibitifs en matière de traitement, bien sûr, qu'elle reste accessible socialement à tous et qu'elle puisse être portée par les collectivités compétentes. Comment résoudre cette équation avec une forme de, allez, j'ose le mot, de laxisme aujourd'hui, quand on a vu le nombre de périmètres qui n'ont pas fait l'objet de mesures de protection, le nombre de captages sensibles sur lesquels on ne mobilise pas les instruments existants, et avec la conscience sous-jacente, Madame la Ministre, que les instruments existants ne sont pas suffisants en la matière. Donc, quelle serait l'ambition du ministère de la Santé pour protéger l'eau potable pour les Français? Votre réponse est très attendue. Et vous connaissez ces sujets, parce que vous avez été un élu territorial, qu'on parle de périmètre rapproché et de périmètre éloigné. Merci. C'est un sujet sur lequel il va être difficile de répondre en 2 minutes à la question. Je crois que c'est presque un sujet qui mériterait un débat à lui seul, tant ce sujet est devenu un sujet important, tant en termes de quantité d'eau qu'en termes de qualité. Et de dire que ce sujet, il est présenté là aussi en interministériel, puisque le plan eau qui a été présenté en mars dernier, a été établi de façon interministérielle. Et pour le coup très interministériel, puisque dedans, ça allait aussi de l'industrie, en passant par la biodiversité, en passant bien sûr comme chef de file par le ministère de la Transition écologique, mais aussi le ministère de la Santé, puisque la qualité de l'eau relève de la compétence du ministère de la Santé. Donc, vous le savez, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'enjeu autour de la connaissance, à la fois et de la recherche des produits et des métabolites, mais la connaissance de l'impact sanitaire des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation est partielle, notamment car les études produites lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché ne sont pas suffisantes pour lever les doutes sur les risques sanitaires et ou établir les fameuses VMAX et anticiper la contamination de ces eaux de consommation. La nécessité de pouvoir s'articuler, et pour le coup, on l'a bien vu, et je l'ai bien vu depuis maintenant 1 an que j'ai en charge ce dossier, l'articulation entre les enjeux territoriaux à travers les agences régionales de santé et à travers le ministère. Je peux vous assurer que les allers-retours, ils sont quasi journaliers sur ces sujets. C'est un sujet dont on parle et dont je parle très régulièrement. Et que, bien sûr, le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie sont auprès à la fois des agences régionales qui ont la compétence sur la qualité de l'eau et qui, de facto, territorialement, sont les relais auprès des collectivités territoriales sur tous ces sujets-là. Mais vous l'avez dit, ce sujet-là, il est presque devant nous. Et on doit, là aussi, construire une organisation, notamment pour les élus, pour tenir là aussi un enjeu de transparence envers les élus, construire un schéma organisationnel qui soit lisible et visible. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, notamment avec nos relais dans les territoires que sont les agences régionales de santé. On n'a pas le temps effectivement d'un grand débat, ça mériterait. Mais dans le dialogue que nous avons eu avec les différentes parties prenantes, il semble que les ARS étaient plutôt centrés sur les pollutions accidentelles que sur les pollutions diffuses, que leur mode d'intervention, qu'est le contrôle au robinet, le contrôle à la distribution, soit pas forcément au niveau quand il s'agit des mesures de prévention sur les périmètres donnés, etc. Bref, qu'entre les agences et l'ARS, et finalement ceux qui à la fin peuvent mobiliser des plans d'intervention en matière d'agroécologie, voire des moyens de maîtrise du foncier plus radicaux, en tout cas on appellera ça dans notre mission, il y ait une sorte de dissonance. Est-ce que, Madame la Ministre, vous êtes prête à envisager que Agence de l'eau, ARS, État territorial soit dans une forme d'autorité publique qui se manifeste plus clairement quand il s'agit de protéger une ressource aussi vitale que celle de l'eau potable? Je suis... alors vous allez toujours sans doute trouver peut-être le contre-exemple de ce que je dis, mais je suis intimement convaincue que c'est déjà le cas.
sur des sujets sur lesquels nous avons eu à travailler. Le lien entre l'ARS, les préfets et les collectivités territoriales se fait. Peut-être allez-vous me contredire et à trouver, j'allais dire, des contre-exemples, mais c'est bien, en tout cas, je ne vois pas comment, accessoirement, on peut faire différemment quand il y a une problématique, vraiment. Vraiment, le lien entre l'ARS et le préfet sur ces sujets-là, il est nécessaire. Et le lien entre le préfet, je vais dire même l'ARS et les collectivités territoriales, il se fait aussi. Il est nécessaire aussi. Le président, je crois, va rebondir. Je me permets une dernière question. Je ne dis pas qu'on ne reviendra pas sur l'eau. Il faut que je recherche un peu de documentation sur ce qu'on... Je me redocumente sur ce qu'on avait pointé comme différence. Mais vous avez un peu esquivé la question qui était celle de l'autorité publique en matière de maîtrise du foncier et de l'orientation de l'usage des sols sur ces périmètres. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Je veux dire, enfin, c'est une question de droit rural. Hein, c'est la question de... Bon, voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, puisqu'on est dans on va vers des impasses extrêmement importantes. Moi, je voudrais vous poser une dernière question. On a senti dans l'Assemblée nationale, dans les parties prenantes de la société civile, et même dans l'expression du ministre de l'Agriculture, une forme d'ambiguïté sur la loi de 2014 qui a donné à l'ANSES un pouvoir important, un pouvoir quasiment une toute petite dérogation sur le temps, hein, mais quant aux AMM, quant aux autorisations de mise sur le marché. Bon, on a senti une hésitation. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement la position du ministère de la Santé en la matière? Est-ce que le ministère de la Santé est pour le maintien dans le Code de la santé publique très clairement des prérogatives attribuées en 2014 à l'ANSES en matière d'autorisation des produits, ou est-ce qu'il laisserait faire, le cas échéant, une remise en cause de ses pouvoirs? Merci. La réponse que je vais vous faire, c'est d'abord vous dire que l'ANSES, et pour être allé visiter des laboratoires, notamment le laboratoire de Nancy, parce que c'est bien aussi d'aller voir pour comprendre, produit une expertise indépendante, je crois qu'il est important de le signaler, et de haut niveau scientifique. Et là aussi, pour prendre décision, on a besoin d'avoir des résultats qui soient scientifiquement établis. Donc, c'est vrai qu'elle est souvent en difficulté quant à la mobilisation de l'expertise, notamment en raison de sa volonté de maintenir une intransigeance constante contre les conflits d'intérêts. Mais je le répète, que l'ANSES a bien une expertise indépendante et de haut niveau scientifique. Et pour prendre des décisions, et là aussi, la crise sanitaire nous a montré à quel point nous avons besoin aussi d'avoir la place de la science et de remettre la place de la science à son bon niveau. L'ANSES est là pour ça. Et pour répondre précisément à ma question, donc pas de remise en cause de la loi de 2014 et confortation de l'ANSES dans ses prérogatives en matière d'autorisation de mise sur le marché. À ce stade, pour moi, oui. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la ministre. Je rebondis sur 2-3 points avant qu'on élargisse l'échange au moment de la commission. Pardonnez-moi, ne vous me prenez pas, il n'y a vraiment rien de personnel dans les propos, c'est pour aller au fond des choses. Et en plus de ça, je parle à la ministre, mais je pense que dans d'autres fonctions, en tant qu'ancien élu, vous verrez ce que je veux dire. On est souvent confronté, s'agissant d'examiner la conduite des politiques publiques, à des constats à la Pangloss. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Pardonnez-moi, mais c'est un petit peu l'impression que vous m'avez donnée quand on a abordé la question interministérielle. Bien sûr qu'il existe des relations, bien sûr. Ce n'est pas pour ça que l'interministériel est satisfaisant. Je vais vous donner un exemple. On auditionne les administrations de contrôle. On découvre que la DGCCRF, en application parfaitement rigoureuse et scrupuleuse de la loi, recense un taux de non-conformité sur les produits mis en marché qui est impressionnant et qui, en médias, vis-à-vis du grand public, est indéfendable et qui serait absolument inadmissible dans le domaine de la pharmacie. On parle pourtant de la santé. La question se pose du durcissement des sanctions. Vous avez vous-même dit, en faisant référence à la phytopharmacovigilance, qu'il faudrait avoir un niveau d'exigence sur la vigilance
des produits mis en marché en matière de produits phytopharmaceutiques qui soient comparables, vous avez dit, ancienne pharmacienne, j'en témoigne, à l'exigence de rigueur, d'exemplarité de tous les acteurs, y compris privés, qui mettent en marché, proposent, accompagnent les usages de produits qui, par ailleurs, peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés dans les conditions qui sont très, très strictement, très rigoureusement définies par des autorités, par ailleurs, diplômées, sanctionnées, etc. Sur un cas comme ça, est-ce que l'interministériel actuel vous permet, comme ministre de la Santé, d'échanger avec votre homologue à Bercy sur la cohérence de ce qui est en vigueur en matière de contrôle et de l'exigence que vous portez en matière de santé publique? C'est là qu'il y a un défaut d'interministériel. C'est-à-dire qu'il ne suffit absolument pas de mettre en relation les services. Encore heureux qu'ils se parlent. Si on reprend l'exemple des périmètres là, entre les ARS et les agences de l'eau, nous avons auditionné des agences de l'eau qui nous disent, sur la définition des périmètres, nous nous heurtons à des ARS qui, en application d'un texte, parlent de l'adjectif accidentel, alors que nous parlons de l'adjectif diffuse. En fait, en matière de santé, nous sommes d'accord. Et en application des textes, nous ne pouvons rien faire. Enfin, c'est quand même... Là, pardonnez-moi, je le dis avec passion, je suis sûr que l'ancien élu que vous êtes voit très bien ce que je veux dire. Il faut dépasser le respect des procédures qui permet à chacun de dire « je fais correctement mon métier », mais à la fin, de ne pas atteindre le résultat de la politique publique et de l'intention du législateur. Donc, l'interministériel, là, vous nous avez parlé, je vous pose la question autrement, d'une délégation qui réunirait les administrations centrales concernées. Quelles dispositions pensez-vous prendre pour qu'il ne soit pas mis en place une énième administration centrale qui aura sa propre feuille de route et qui ne travaillera ni conjointement ni solidairement avec les autres? Alors d'abord, l'élu que j'étais, je me permets de dire que je suis toujours élu, donc que je suis toujours. Je crois que la réponse à votre question, elle vient dans la réponse que j'ai faite tout à l'heure à monsieur Potier. Tout d'abord, quand j'ai parlé d'interministérialité, je ne vous ai pas cité les administrations, je vous ai cité les ministres et je vous ai cité les élus. Je le redis, c'est une volonté que nous avons. Et quand j'échange, bien sûr, nos administrations échangent, bien sûr, nos conseillers échangent, mais nous échangeons aussi entre ministres. Et quand je vous parle d'interministérialité, je vous ai bien parlé des ministres. Et je vous redis, ma volonté, c'est bien, à travers ce comité interministériel dont je vous ai parlé, et vous remarquerez, puisque je sais que vous avez été très attentif, que je n'ai pas parlé uniquement du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Écologie et de la Recherche. J'ai cité aussi le ministère de l'Économie. Et dans mon propos liminaire, quand je vous ai parlé du plan eau tout à l'heure, je vous ai aussi cité le ministère de l'Industrie. Donc ce sujet, il est profondément interministériel. Et quand je vous dis que ma volonté de monter la brique 2 et de pouvoir créer ce comité interministériel, c'est bien parce que je pense qu'il nous faut avoir cette entité-là pour qu'ensemble, on puisse, j'allais dire, non seulement avoir la cohérence que vous appelez de vos voeux, mais cette obligation de résultat en termes de santé publique dont nous sommes tous redevables. J'ai une autre question dans le prolongement alors, pardonnez-moi, hein, je fais juste un commentaire sur votre réponse. Je ne doute absolument pas de votre sincérité, je ne doute absolument pas de vos efforts, je ne doute absolument pas de votre engagement. Permettez-moi quand même de constater que le compte n'y est pas. La France ne sait pas bien faire l'interministériel. Et en matière de politique publique, particulièrement sur des résultats qui relèvent de plusieurs administrations centrales, nous ne sommes pas bons. Il s'agit d'un interministériel à mettre en place. Il s'agit de réunions à laquelle se rendent des fonctionnaires qui vont se dire « les contours de mon poste, avant et après la réunion, vont bouger ». Je ne ferai pas exactement la même chose. Ce n'est pas de la mise en commun, ce n'est pas des arbitrages ex post, ce n'est pas des mises en relation indispensables et évidemment qui ont lieu, c'est une redéfinition des responsabilités de chacun pour qu'on ne se retrouve pas avec des respects de procédure qui se substituent à de l'atteinte de résultats. Et je maintiens que votre réponse pour
sincère et que je prends comme tel. De ce point de vue-là, concrètement, pour moi, me laisse sur ma faim. Sur la question de cette cohésion entre différents organismes, là, je parle d'organismes scientifiques. Vous le savez, c'est un point qu'on a beaucoup abordé dans la commission d'enquête. Les disputes, au sens étymologique du terme, entre différentes autorités, sont un vecteur dévastateur en matière de confiance. Si plusieurs autorités ne sont pas d'accord entre elles, et entre guillemets lavent leur linge sale publiquement, c'est dévastateur pour la confiance que peuvent accorder les profanes, que nous sommes tous, sur des questions complexes et très techniques et d'une grande complexité scientifique. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour garantir cette cohérence, cette cohésion dans la communication entre l'INSERM, l'ANSES et l'EFSA? Nous avons toutes les semaines, toutes les 4 matins, des témoignages de scientifiques, nous en avons même reçus, qui font part d'études que nous n'avons aucune raison de remettre en cause, qui ont les compétences et qui obtiennent des résultats qui remettent en cause l'exercice des prérogatives de ces 3 institutions dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que les autorités scientifiques publiques, j'insiste, INSERM, ANSES, EFSA, communiquent la même chose, font part de la transparence et de l'interdisciplinarité et de la collégialité qui garantissent que la contradiction scientifique peut leur être apportée, qu'elle est prise en compte dans les procédures, de manière à rassurer en fait les citoyens et les consommateurs. Là, je fais référence à la distinction entre danger et risque, la différence entre analyse et gestion du risque, et la différence entre cette notion qui est très troublante de toxicologie réglementaire, qui s'opposerait à la toxicologie réelle, comme on oppose le pays illégal au pays réel. Pour essayer de finir de vous convaincre, pas seulement sur ma bonne foi, mais non seulement sur ma volonté aussi, sur la première partie de la réponse, et pour montrer que ce n'est pas uniquement une bonne volonté du ministère de la Santé, mais c'est quelque chose qui est fortement porté aussi par la Première ministre, vous dire que le secrétariat général de la planification écologique a aussi ce rôle de faire travailler en interministérialité, et c'est le cas. Et c'est le cas, puisque régulièrement, autour de la planification écologique, les différents ministères travaillent aussi sur ce sujet. Et donc, de facto, il y a aussi la santé, puisque la planification écologique du système de santé est aussi un enjeu majeur. Et je vais vous dire que 8% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par la santé. Donc, c'est aussi vous montrer que l'interministérialité sur tous ces sujets sont prises en compte. Après, en ce qui concerne le ministère de la Santé, vous évoquez ces trois agences, et j'entends vous parler de confiance. Dans mon propos liminaire, j'ai parlé de pragmatisme et de transparence. D'abord, moi, je suis intimement convaincue que la confiance vient aussi de la transparence sur tous ces sujets. Et ça se construit aussi comme ça. Sur les agences auxquelles vous avez fait allusion, d'abord dire que ces agences sont indépendantes, je le redis, elles nous apportent, j'allais dire, des résultats et des préconisations. Après, c'est bien avec le directeur général de la santé que nous prenons les décisions et les orientations en fonction, j'allais dire, des recommandations émises par ces agences. Alors, vous avez parlé de rapport. Moi, je parle du rapport bénéfice-risque. Il s'agit toujours de mesurer. Voilà. Et quand on parle de l'eau, il est aussi parfois difficile d'expliquer que l'eau est potable, et elle l'est, et il faut le dire, même si nous savons que dans l'eau, il y a des produits, mais pas une Vmax qui permet de dire qu'elle est potable. Il faut aussi avoir un langage de transparence, j'allais dire, faire aussi de la pédagogie sur tout ce que cela veut dire. Je crois que c'est important. Et en ce qui concerne, je le redis, la confiance viendra aussi de la transparence et de la pédagogie que nous aurons envers nos concitoyens qui sont demandeurs sur tous ces sujets-là. Rapport bénéfice-risque, expliquer ce qui se passe, pourquoi, quelles conséquences.
toujours à la lumière d'une expertise scientifique. Je crois que c'est aussi important. Merci, Madame la Ministre. J'ouvre les échanges au nom de la Commission. Madame Babot. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présence. J'ai effectivement plusieurs questions. Alors, Monsieur le rapporteur évoquait la question importante de la pollution de l'eau. Et sur La Rochelle, nous avons fermé 15 captages récemment. Donc, je ne peux souscrire... Je souscris totalement à l'inquiétude des riverains et à la nécessité de les protéger le plus possible. Et j'aimerais évoquer la pollution de l'air, puisque malheureusement, mon territoire est aussi concerné par différents phytos dans l'air, mais notamment le prosulfocarbe. Et sur la pollution de l'air, le niveau d'analyse est moins important que les analyses qu'on peut avoir sur l'eau. Donc j'aimerais avoir votre regard, sachant que il me semble que les agences Atmo ont besoin de moyens supplémentaires. Donc avoir votre regard sur ce sujet. Deuxièmement, évoquer le registre des cancers au niveau national. Aujourd'hui, la France n'a pas de registre national détaillé. Donc savoir si c'est un projet et avoir votre point de vue. Troisième chose, est-ce que vous avez une visibilité sur la part des phytos, sur l'impact sur la santé, et plus largement peut-être la totalité des pollutions, c'est-à-dire de manière un peu macro sur 100%. Apparemment, ça existe sur certaines. J'étais avec l'ARS lundi qui me donnait quelques éléments sur l'eau, donc peut-être qu'on a quelques éléments sur plus large. Et dernière question ou dernière remarque, c'est sur la Parkinson. Une personne sur 50 sera touchée dans sa vie par cette maladie neurodégénérative qui progresse. Sur Alzheimer, il y a eu des plans de mis en place. Sur Parkinson, non. Voilà, j'ai déposé des amendements récemment sur le sujet qui n'ont pas eu un grand écho. J'aimerais avoir votre regard sur ce qui va être mis en place sur cette maladie qui touche les agriculteurs, mais pas que. Et d'ailleurs, je pense que les vendeurs de produits phytopharmaceutiques pourraient être concernés par la maladie professionnelle. Il y a des méthodes différentes. Parfois, on prend plusieurs questions de plusieurs députés, donc je m'adapte. Merci d'avoir parlé du sujet de l'air, qu'on n'oublie pas. On est bien là, ici, dans l'objet de la surveillance réglementaire des pesticides dans l'air. Là aussi, vous dire, et ce n'est pas évacuer le sujet d'un revers de main, qu'à propos de ces produits phytosanitaires, là aussi, ce sujet se travaille en interministériel et que le ministère de la Santé n'est pas le seul compétent. Le chef de file sur l'air, c'est le ministère chargé de l'environnement. Néanmoins, les conséquences de la présence des pesticides sont sur la santé et c'est bien pour cela que c'est un sujet interministériel. Vous l'avez fait, mais ici, saluer le travail des associations agréées sur la surveillance de la qualité de l'air et Atmo France qui se mobilisent pour étudier la présence des pesticides dans l'air dans un contexte où cette présence n'est pas encore réglementée. Je parle bien de la présence des pesticides dans l'air. Dans toujours notre volonté d'améliorer nos connaissances, on prend également en compte l'exposition via le compartiment air. Nous devons ainsi renforcer notre expertise collective pour demain être en mesure de réglementer tout cela sur des bases solides. Dès 2024, un état des lieux des différents dispositifs de surveillance des produits phytopharmaceutiques dans l'environnement et dans l'air sera réalisé par les administrations compétentes en s'appuyant sur des travaux notamment et récemment menés par l'INSERM, l'INRAE et l'IFREMER afin d'identifier les voies éventuelles de progrès, y compris pour les substances qui ne sont plus utilisées mais qui seront toujours présentes dans les milieux, ainsi que les produits de transformation des substances dans l'environnement. Je crois bien que c'est un sujet important. Sur le registre des cancers, il y a une PPL
qui a été discuté au Sénat. La réponse qui a été apportée sur ce sujet par le gouvernement, c'est de dire que l'INCa déjà faisait un grand travail, n'a pas complètement... le gouvernement avait mis un avis de sagesse sur ce sujet, sur cette proposition de loi. L'INCa, qui travaille beaucoup sur ce sujet et dont on peut saluer, j'allais dire, la qualité des travaux, elle proposait de s'appuyer plutôt sur le système national des données de santé plutôt que de recréer un registre des cancers. Donc, vous savez à quel point je suis très attentive au travail parlementaire. Et donc, nous aurons de nouveau ici ce débat, si cette PPL arrive à l'Assemblée nationale. Elle a été débattue il y a quelques mois au Sénat. Vous donnez un pourcentage sur la part des produits phytosanitaires et l'impact sur la santé serait bien imprudent de ma part. Et je ne vais pas me lancer dans cette affaire parce que je ne suis pas sûre que d'ailleurs personne puisse le faire. Donc je ne le ferai pas. Peut-être est-ce quelque chose et des indicateurs qu'il nous faut un jour développer. Mais je viens de vous dire qu'on n'a pas tout à fait et qu'on n'est pas en mesure de mesurer les pesticides dans l'air, qui peut-être sont responsables, sans aucun doute, pour certains d'entre eux, de pathologies. Ça veut dire que ceux-là, on ne sait pas encore vraiment bien les mesurer. Donc je serais vraiment très imprudent de ma part de me lancer sur la réponse à votre question qui était très générale. On sait qu'il y a un impact, et on le voit bien puisqu'on parle de différentes pathologies. Vous dire quel pourcentage cela représente sur la santé, je ne le sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de pouvoir faire ce genre, j'allais dire, d'études, sans oublier quelque chose d'ailleurs. Sur la maladie de Parkinson, sur laquelle vous avez attiré l'attention, là bien sûr, dans le cadre de la prise en charge via le fonds, mais l'objet, c'est bien aussi de faire de la prévention auprès des utilisateurs de ces produits, auprès des anciens utilisateurs de ces produits, et puis peut-être aussi, et vous l'avez fait d'ailleurs accessoirement remarquer, auprès de toutes les personnes qui ne sont pas forcément utilisateurs, mais qui ont notamment vendu tous ces produits, et peut-être les populations autour. Donc la prévention est sans doute la mère de toutes les batailles dans ce domaine. J'ai répondu à toutes les questions ou pas? Vous avez une question sur les captages? Non? Non, sur les captages, c'était juste pour rebondir sur ce que monsieur le rapporteur disait. Sur les statistiques, sur les pollutions, les différentes pollutions, j'en conviens, c'est effectivement très complexe. Je ne sais pas si un jour on pourra donner ce type d'éléments. Il y a parfois quelques chiffres qui ressortent, mais ça serait effectivement très complexe. Mais ça met quand même le doigt sur le fait qu'aujourd'hui, les riverains s'inquiètent de certaines pollutions, notamment de l'impact des phytos sur leur santé. On le voit sur les clusters pédiatriques. Enfin, moi, j'ai le cas sur ma circo, voilà. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a d'autres pollutions dans notre quotidien. Et sur Parkinson, vous parliez de prévention. Sur la Parkinson, vous parliez de prévention, mais il y a aussi d'accompagner aujourd'hui les malades qui sont... ce qui est mal fait, à mon sens, et il y a un vrai sujet, je pense, là-dessus. Merci en tout cas pour vos réponses. Sur tout à l'heure, là, l'objet, c'est phytosignal, développé. Alors, je ne l'ai pas nommé comme ça, puisqu'on n'est pas encore tout à fait borné sur le nom, mais de pouvoir signaler, j'allais dire, toute contamination, toute présomption ou toute phytosignal, c'est quelque chose qu'on doit développer. On va y mettre des moyens, puisqu'on va mettre 2 millions d'euros sur ce système, j'allais dire, qui doit nous aussi nous mettre en alerte. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu de la part des associations, mais de la part aussi de nos concitoyens. Et c'est un objet dont il faudra nous saisir, peut-être qui nous permettra non pas de faire des statistiques aussi précis, mais au moins d'avoir une idée. Donc c'est une volonté, j'allais dire là aussi, de mettre un outil à disposition pour pouvoir être le réceptacle de tout. Voilà. Et pour reparler de Parkinson, puisque vous avez fait allusion à la prévention et au suivi, là aussi la mobilisation et l'information des professionnels de santé
doit être importante. C'est bien pour ça qu'on a aussi, j'allais dire, pour ambition, et pour le coup, là, c'est de la compétence du ministère de la Santé, de travailler sur ce sujet. Merci, Madame la Ministre. Madame Thomas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour vos propos. J'ai 3 sujets sur lesquels je souhaitais vous interroger. Le premier concerne les effets cocktails des pesticides. Les auditions menées dans le cadre de cette commission ont mis à jour la question de l'effet cocktail et du manque de connaissances à ce sujet. Quels moyens sont mis en œuvre pour approfondir la recherche à ce sujet et protéger les moyens des conséquences négatives de l'effet cocktail? Ma deuxième thématique concerne les plans éco-phyto. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Vous étiez présente le 31 octobre à l'annonce de la stratégie éco-phyto 2030 pour représenter le ministère de la Santé. Vous avez tout à l'heure esquissé le rôle du ministère dans l'impulsion de cette nouvelle stratégie. Je voulais connaître plus précisément le rôle du ministère de la Santé dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans éco-phyto. De quels éléments êtes-vous à l'initiative et comment est-ce piloté? Il y a une vraie question autour des évolutions de gouvernance en matière de plan éco-phyto. Est-ce que vous êtes davantage acteur dans ce nouveau plan? Et puis, depuis le début des plans éco-phyto, quels arbitrages le ministère de la Santé a-t-il perdu au sein de ce gouvernement, notamment face à des ministères comme ceux que vous avez cités tout à l'heure, celui de l'agriculture, celui de l'industrie? Et à l'inverse, bien sûr, quels arbitrages avez-vous remportés dans le cadre d'échanges de travail interministériel avec vos collègues des autres ministères? Plus globalement, c'est peut-être une question un peu plus franche et directe. Qui décide dans ces plans éco-phyto au sein des différents ministères ou qui a la main? Et enfin, je souhaitais vous interroger sur le sujet du glyphosate, puisque la France va s'abstenir en Conseil de l'Union européenne sur le renouvellement pour 10 ans de l'autorisation du glyphosate. Pour rappel, en 2018, la France s'était opposée à ce renouvellement. Je voulais savoir quelles ont été les préconisations de la part de votre ministère pour faire évoluer ce choix de la France vers une abstention. Et ma collègue a très bien parlé de la maladie de Parkinson, alors je voulais aussi prolonger ce questionnement concernant le glyphosate, puisqu'il existe un lien de cause à effet entre la contamination par le glyphosate et le développement de cette maladie. Vous avez parlé de votre action en matière de prévention pour l'utilisation aussi, enfin pour les utilisateurs, pour ceux qui vendent des produits comme le glyphosate. En tant que représentante du ministère de la Santé, prônez-vous au sein du gouvernement la position de l'opposition au renouvellement? Et au vu de la dangerosité de certains produits phytosanitaires comme le glyphosate sur la santé humaine, quelle est, selon vous, l'influence ou la responsabilité de votre ministère pour accompagner et faire reconnaître au mieux les malades et les victimes de ces produits phytosanitaires? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un travail interministériel. Est-ce que votre influence est suffisante face aux autres ministères, en particulier ceux représentant le monde de l'industrie et de l'agriculture? Je vous remercie. Alors, sur la première question concernant les effets cocktails. Tout d'abord, l'enjeu, et vous l'avez dit, l'enjeu autour des effets cocktails, c'est d'apprendre et de mieux connaître, en fonction des expositions, ce à quoi il est possible ou ce à quoi malheureusement nous sommes exposés. Sur le volet de la surveillance de la phytopharmacovigilance, qui est à mon avis l'enjeu, et je le redis, c'est un enjeu important, la phytopharmacovigilance. J'en parlais tout à l'heure dans le propos introductif. Il faudra veiller à renforcer notre action à celle de l'ANSES. Si nous voulons mieux connaître les risques liés à l'exposition, mais aussi au cumul des expositions, effet cocktail ou effet dose, il faudra être en mesure de savoir quel produit, je dis bien quel produit a été utilisé, dans quelle quantité et à quel endroit. Ça fait beaucoup de connaissances sur lesquelles
nous devons avoir des réponses afin de mieux connaître l'effet cocktail. Aujourd'hui, cela est réglementairement prévu, mais avec la nouvelle stratégie Éco-Phyto 2030, nous viendrons améliorer ces recueils d'informations, notamment, je le redis, en numérisant le processus. Il faut bien que pour mesurer et savoir quels sont à la fois les effets cocktails ou les effets dose, avoir la réponse à ces 3 questions. Quel produit, quelle quantité, quel endroit. Vous redire que ces effets cocktails aussi, l'étude Esteban permet déjà de prendre connaissance de ces sujets, notamment avec une première cohorte qui a permis de mesurer l'exposition des Français à 5 familles de pesticides. Bien, je le redis, les premiers résultats, que les niveaux d'exposition semblent diminuer. Force est de constater que les niveaux d'exposition sont variables en fonction des substances et des classes d'âge. De plus, une part non négligeable de la population était encore exposée à ces substances encore aujourd'hui interdites. La deuxième question, sur le plan Éco-Phyto du 31-10. Vous dire que le plan Éco-Phyto du 31-10, la réunion à laquelle j'étais, ce n'était pas la présentation du plan Éco-Phyto, c'était bien le lancement de la consultation qui va nous permettre, j'allais dire, d'aboutir au plan qui sera présenté début 2024 et dont, je le redis, les travaux de votre commission et dont le rapport des travaux de vos commissions viendra peut-être enrichir ce plan. Vous m'interrogez sur quelle a été la contribution du ministère de la Santé. Alors, je vais vous donner 6 points sur lesquels le ministère de la Santé a contribué à cette stratégie ou à ce plan Éco-Phyto 2030. Déployer sur tout le territoire national, y compris en Outre-mer, l'outil de signalement des expositions aux produits phytopharmaceutiques à l'image des outils Phytosignal ou Phytoréponse expérimentés déjà dans certaines régions. Je l'ai dit, c'est 2 millions d'euros qui seront investis dans le déploiement de cet outil. Sensibiliser les professionnels de santé à la question des maladies professionnelles liées à l'usage de produits phytopharmaceutiques et à la question de l'exposition des riverains et des personnes vulnérables. Tout à l'heure, on a parlé du nutéro et des femmes enceintes. Envisager, après une étude de faisabilité pilotée par le ministère chargé de la Santé, la possibilité de mettre en œuvre et de financer un dispositif d'indemnisation des riverains, à l'instar de la prise en charge des victimes professionnelles, d'ores et déjà prévue dans le cadre du fonds d'indemnisation dont on a parlé tout à l'heure, le fameux FIVP. Étudier les suites, y compris réglementaires, si nécessaire, à donner aux résultats des études les plus récentes, telles que les études GeoCap Agri et Pestirive, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen. Intégrer le comité de suivi des études nationales sur les produits phytopharmaceutiques et la santé, piloté par la DGS, à la gouvernance du plan Éco-Phyto 2030 et lui donner une dimension plus globale. One Health, une seule santé, monsieur le député Potier. Renforcer les contrôles sur la conformité des pulvérisateurs, notamment vis-à-vis des risques de dérive. Voilà quelles sont les propositions et la contribution du ministère de la Santé sur le sujet du plan Éco-Phyto qui sera, j'allais dire, qui partant, pour l'instant est parti, j'allais dire, en consultation. Donc je le redis, le 31-10, ça n'était pas la présentation officielle du plan Éco-Phyto. Je crois qu'il est important que ce soit dit ici dans cette commission pour répondre à votre interrogation. Sur le sujet du glyphosate, vous le savez et vous l'avez dit, le glyphosate fait l'objet depuis plusieurs années de controverses quant à ses effets sur la santé humaine. Il existe notamment des divergences entre les instances internationales sur son potentiel cancérogène. Le Centre international de recherche sur le cancer a ainsi classé le glyphosate en catégorie 2A, cancérogène probable. C'est dans ce contexte qu'en 2017, le président de la République demande de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation de ce glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées. En 2019, une réévaluation au niveau européen est lancée par un consortium de pays membres, dont la France, et de nouvelles études sont fournies par le fabricant et transmises à l'ECA et l'EFSA
Ces expertises ont conclu en 2022 que la substance ne présentait pas les critères scientifiques requis pour être classée dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les fameuses CMR dont nous avons parlé. L'EFSA a complété que l'évaluation de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement n'avait pas identifié de domaine de préoccupation critique. Ainsi, le ministère de la Santé et de la Prévention est parfaitement aligné à la position tenue par la France à plusieurs reprises. Nous considérons que le glyphosate est une substance dont l'utilisation doit être réduite à l'échelle européenne et limitée aux utilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative. Pour toutes ces raisons, compte tenu d'abord des incertitudes soulignées par les scientifiques que je viens de rappeler, nous soutenons pleinement la demande que la durée de l'approbation soit beaucoup plus courte que les 10 ans proposés. Et pour ces raisons, la proposition du MSP, au regard des connaissances actuelles, ainsi que des préconisations d'usage proposées précédemment, est l'abstention, sans présager, puisque la décision n'est pas tout à fait prise, de la position qui sera portée au final, lors du vote tenu à la Commission européenne. Je crois que c'est demain, le 16 novembre. Merci, Madame la Ministre. Madame Edel. Madame la Ministre, votre micro. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui. J'aurais plusieurs questions et ma première question concerne l'usage du mot pesticide en lien avec le mot biocide. Quelle différence faites-vous à l'échelle du ministère entre pesticides et biocides, sachant que les molécules peuvent être identiques, mais les usages différents? Donc, de votre côté, faites-vous un traitement différent entre ces appellations? Ma deuxième question concerne le comportement de vos homologues à l'échelle européenne sur ce sujet des pesticides, voire des pesticides et des biocides, dans leur fonctionnement au quotidien en lien à l'échelle de leur pays. Est-ce qu'on a une politique, on va dire, plus poussée, moins poussée? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que la France a une position plus exigeante ou pas? J'aimerais en entendre plus par rapport à ça. Et quel niveau de coopération a-t-on sur ce sujet des pesticides? Je vous remercie. Alors, très clairement, entre pesticides et biocides, nous ne faisons pas de différence. Ça, je ne peux pas... Les deux ont des conséquences sanitaires et qu'il nous faut prendre en compte. Donc, c'est le rôle du ministère de la Santé que de prendre en compte les conséquences sanitaires sur à la fois les pesticides et les biocides. Donc, pas de différence sur ces deux sujets. Votre question au niveau... Vos deux autres questions concernent les coopérations, j'allais dire, à l'échelle européenne. Je l'ai dit tout à l'heure dans nos propos, dans mes propos liminaires, l'enjeu, bien sûr, et les décisions que nous prenons, mais l'enjeu est d'avoir, j'allais dire, dans le maximum et quand c'est possible, des positions communes au niveau européen. Ça faciliterait dans beaucoup de domaines parfois des décisions qui sont difficiles à comprendre par nos concitoyens. Donc l'enjeu des échanges réguliers que nous devons avoir sur ces sujets avec nos partenaires européens, il est important. Il est important aussi parfois dans les réflexions, souvent dans les réflexions et dans l'expertise, j'allais dire partager nos niveaux de recherche sur les sujets est aussi intéressant et important, et de savoir et de comprendre pourquoi parfois nous n'arrivons pas forcément aux mêmes conclusions. Donc, comme dans beaucoup d'autres domaines, je crois que la coopération européenne est nécessaire, que nous avons des échanges réguliers avec nos homologues, et que l'enjeu, mais cette réponse vaut pour, j'allais dire, presque tous les domaines,
et d'avoir le plus possible des positions assez uniformes pour, j'allais dire là aussi, la confiance de nos concitoyens sur ces sujets vient aussi que nous expliquions qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de différence avec nos homologues européens. Et sur ces sujets-là, on voit aussi l'importance, et puisque j'ai eu l'occasion de faire, notamment dans le cadre de la transition écologique du système de santé, d'avoir des échanges au niveau européen il y a quelques mois, là aussi, le partage et le retour d'expérience est aussi intéressant et important pour prendre des décisions, et aller voir ce qui se fait ailleurs est toujours aussi important, comme nos homologues européens viennent aussi voir ce qu'on fait et quelles décisions on prend chez nous. Donc le partage et le retour d'expérience, et j'ai dit, essayer d'arriver au maximum à des positions uniformes serait important pour la confiance. Merci, Madame la Ministre. Il nous reste encore suffisamment de temps, mais on pourra peut-être faire une suspension. J'en profite pour vous poser une question qui est anecdotique en réalité, mais qui peut être emblématique. Il a été conduit, lors de la mandature précédente, une expérimentation par la Direction générale de l'offre de soins du service du ministère de la Santé, une expérimentation qui s'appelle Repas à l'hôpital, et qui est la conduite d'une expérimentation dans 3 établissements de santé, permettant d'atteindre les objectifs de la première loi Egalim du titre 2 dans la restauration collective à l'hôpital. Ma question, c'est 1, est-ce que vous avez entendu parler de cette expérimentation? 2, si vous en avez entendu parler, comment expliquez-vous qu'il n'en ait été donné aucune suite? 3, est-ce que vos services se sentent concernés par le fait qu'il y a une implication parlementaire sur cette expérimentation? En l'occurrence, en plus, c'est moi qui ai supervisé le truc. Et est-ce qu'il est prévu qu'ils rendent compte des décisions qui vont être prises pour donner suite ou pas à cette expérimentation? Là, on est vraiment dans la concrétisation d'une loi dans un cas particulier qui est la restauration collective à l'hôpital. Alors, je vais répondre très franchement à la première question. La réponse est, si je suis au courant de cette expérimentation, la réponse est non. Donc je vais m'en requérir de rechef. Par contre, je vais quand même répondre à l'objet de cette problématique qui a été levée par l'expérimentation, et vous dire qu'on a des travaux qui vont dans ce sens dans deux sujets. Tout d'abord dans le cadre de la SNANC, la stratégie nationale d'alimentation, nutrition, climat, qui est en cours d'élaboration, sur lequel, là aussi, un travail interministériel important est en train d'être mené. Et puis, dans le cadre de la planification écologique du système de santé, où un des objets et un des chantiers sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons avec les établissements, j'allais dire, hospitaliers et médico-sociaux, c'est la politique d'achat durable. Et quand je dis d'achat durable, ça comporte, j'allais dire, tout ce qui va autour du repas à l'hôpital, puisqu'un volet, dans le cadre de la transition écologique du système de santé, est consacré à l'alimentation. Donc 2 chantiers sont lancés sur cette thématique, la SNANC et la transition écologique du système de santé, sur laquelle je réunirai le 15 décembre le 2e comité de pilotage, sur laquelle une feuille de route a été établie. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous, j'allais dire, sur la question précise que vous avez posée, à laquelle, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Merci de votre réponse. Je me permets juste de vous faire observer, avant de suspendre nos travaux pour 10 minutes, monsieur le rapporteur a un truc à dire, que je trouve quand même confondant que tant la stratégie nationale soit élaborée, que le 2e chantier sur lequel vous travaillez soit piloté par vos services avec cette expérimentation qui a été conduite, sans que le Parlement soit informé en aucune manière, alors que j'ai encore une fois supervisé cette expérimentation, et sans que les acteurs qui l'ont conduite, je pense à Restocco, ne soient aucunement impliqués, sans aucune concertation avec les acteurs qui concrètement pilotent les cuisines en restauration autogérée dans les hôpitaux. Je trouve ça, Madame la Ministre, confondant. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est le président qui m'inspire cette question.
Il y a les politiques publiques sur l'agroécologie, le PSN, la PAC. On ne va pas vous poser de questions là-dessus. On va les réserver pour les ministres de l'Agriculture, bien sûr. Mais je ne doute pas que votre mobilisation pourra peut-être infléchir les penchants qui sont les leurs dans les arbitrages à venir pour la révision du plan stratégique national, qui a été un faible levier, sinon un levier inefficace jusqu'à présent. Moi, je voudrais par contre vous interroger sur une politique publique qui relève de l'alimentation. Toute notre idée, c'est comment on aide les agriculteurs à bâtir des stratégies agroécologiques qui permettent de s'affranchir des phytos, mais c'est comment également on crée un marché de l'alimentation qui tire vers le haut cet affranchissement des phytos. Or, question générale, Madame la Ministre, vous avez une forte ambition en matière de santé environnementale. C'est l'air, c'est l'eau, c'est le sol, c'est tout ça, bien sûr. Mais c'est d'abord l'alimentation. Est-ce qu'en matière de moyens publics, de publicité publique, enfin d'information publique, vous admettez que les moyens que nous mettons en œuvre aujourd'hui, pas seulement réglementaires dans Egalim, hein, mais les questions d'information, d'éducation à la santé et à l'alimentation sont ridicules par rapport à ce que déploie la puissance privée? J'essaye de comprendre la question, déjà, avant d'y répondre. Parce que je pense que la chute de la question n'était pas tout à fait ce vers quoi vous avez commencé, mais je vais essayer d'y répondre. Je vais d'abord répondre à... Non, mais je crois que j'ai compris. C'était le rapport financier, moyens publics, de la différence des moyens entre le privé et le public. Oui, pardon pour la confusion. Je vais essayer de reformuler. Il y a deux grands moyens pour orienter l'agriculture et qu'elle s'affranchisse des phytos. C'est les politiques publiques d'aide à la production, c'est le plan stratégique national de la PAC, c'est pas trop votre sujet. Par contre, vous êtes au cœur du sujet de l'alimentation, avec la DGAL et le ministère de l'Agriculture. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les indicateurs, tout ce qui va être les prescriptions aux consommateurs, aux citoyens, qui sont faites, sont essentiellement privées et très peu publiques en matière de santé. Or, si on n'a pas une politique de l'alimentation soutenue par une grande ambition de santé publique, on ne pourra pas tirer vers le haut l'agriculture et l'aider à s'affranchir de ses dépendances à la chimie actuelle et de ses conséquences sur la santé. Est-ce que ma question est plus claire? Pour répondre tout à l'heure, plutôt sur la mobilisation et la consultation. D'abord dire que la SNANC, elle est encore en train d'être élaborée. Vous dire que toutes les instances dans lesquelles des parlementaires siègent ont été consultés. Je pense notamment au Conseil national de l'alimentation, par exemple, qui travaille sur le sujet de la SNANC. Et en ce qui concerne la planification écologique du système de santé, là, pour le coup, le travail, il est interministériel et il est très largement ouvert à toutes les associations, à toutes les fédérations hospitalières. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons tout seuls. Ce serait d'ailleurs une grave erreur. Sur les moyens mis, j'allais dire, pour informer nos concitoyens, d'abord, vous l'avez rappelé, ce sujet de l'alimentation est piloté par le ministère de l'Agriculture via la DGAL. Mais vous dire que là aussi, nous avons une attention particulière sur tous les impacts, j'allais dire, de la qualité, entre guillemets, de l'alimentation sur la santé. Ça fait objet, là, je le redis, des travaux que nous menons dans le cadre de la SNANC, que nous menons dans le cadre du plan national des fameux PNNS. Et là aussi, ces travaux se font très clairement en interministériel. Peut-être le meilleur des exemples, c'est celui du Nutri-Score, sur lequel nous avons eu des échanges, parfois difficiles, mais sur lesquels nous avons réussi à trouver un accord avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Là aussi, le rapport bénéfice-risque, le rapport sur la santé est quelque chose qui nous importe et sur lequel on doit être, j'allais dire, en tant que ministère de la Santé et de la Prévention, vigilant. Et nous le sommes à tous les niveaux parce que on parle des problématiques sur la santé, on peut parler des problématiques sur l'obésité, bien au-delà des problématiques des présences des produits utilisés dans le cadre de l'agriculture sur la santé de nos concitoyens.
puisque vous êtes une grande adepte et militante de l'interministériel, est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être dans les jours qui viennent, le total des sommes publiques en interministériel qui sont consacrées à l'information, à l'éducation santé sur l'alimentation, et nous dire, vous êtes une observatrice de la vie en vrai, les moyens qui sont consacrés par la publicité, par ailleurs, sur cette même alimentation. C'est un ratio qui nous intéresse, et si vous pouvez nous aider à le constituer, il serait une pièce importante pour notre rapport et un encouragement à votre ambition. Je vais vous poser 2 dernières questions très rapidement qui peut-être demanderont une réflexion, et la première demandera une réflexion, c'est est-ce que vous avez chiffré, il y a un chiffrage dans Ecophyto 30 sur le coût de la pollution de l'eau par les phytos. On est assez décontenancé par la faiblesse de ce coût, qui est en contradiction avec d'autres coûts, mais ça, c'est d'autres ministres que nous interrogerons, notamment Christophe Béchu, la semaine prochaine. Par contre, sur le coût santé humaine, est-ce qu'on a une approche, un début d'approche au ministère de la Santé, je n'imagine pas qu'il en soit autrement, de nous dire le coût en matière de santé publique de l'effet des pesticides. Et puis la dernière question, puisqu'on doit faire une pause et que le temps est désormais contraint, c'est celui de l'hypothèse de créer un ordre des phytiatres. Comme vous êtes pharmacienne, vous voyez de quoi il s'agit. Hein, c'est toutes les personnes qui seraient amenées à commercialiser, à recommander, à conseiller des produits phytopharmaceutiques devraient faire partie d'un ordre qui se poserait un niveau de formation, qui se poserait un contrôle collectif et un dialogue avec la puissance publique en la matière. Est-ce qu'une telle proposition, qui a déjà cours dans certains pays, pourrait éventuellement bénéficier de votre soutien? Merci. Alors, vous l'avez dit vous-même, le chiffrage, j'allais dire, des conséquences de la pollution de l'eau, vous avez eu du mal à le faire. On sait très bien qu'il est difficile. Dans le cadre du plan eau, il y a eu un objet, une tentative de réévaluation. Je crois qu'on parle de 2 milliards. Mais c'est assez difficile parce qu'il y a aussi tout ce que les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales investissent. Et c'est pas si facile que ça à reconstituer l'investissement sur la pollution de l'eau. Sur la création d'un ordre, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne et quel est l'impact de la création de cet ordre dans les pays où ça existe. Très honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question. Ce qui m'intéresserait de voir, pour le coup, c'est de faire du benchmark, mais nul doute que vous l'avez sans doute fait, c'est d'aller voir comment ça se passe dans les pays et quels sont les résultats obtenus par la création de cet ordre. Je ne suis pas sûre que vous avez mis le même plan que l'ordre dont vous parlez et les mêmes, j'allais dire, prérogatives qu'un ordre professionnel. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faille, peut-être l'avez-vous fait, aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Je dois dire que je n'ai pas, je n'ai pas d'idée arrêtée sur ce sujet, et je crois que vous non plus, parce que vous avez parlé d'hypothèses. Donc, ça mérite peut-être d'être regardé. Oui, ça pourrait être finalement 2 milliards, donc c'est énorme la différence, c'est de 1 à 7. Traitement de l'eau. Oui. Interministériel qui a été publié il y a 15 jours, et vous nous dites 2 milliards, donc là il y aura besoin d'une clarification. Ma question, elle portait sur le coût santé publique et effet phyto. Est-ce qu'on a des politiques publiques sans mesure? Apparemment, il n'y a pas de mesure en la matière. Est-ce que ça vous interroge? Alors, les 2 milliards, j'ai dit, c'est avec l'addition de ce qu'on a fait avec les collectivités. Là, vous parliez de la part de l'État. C'est-à-dire, quand on regarde avec ce que mettent les collectivités, voilà, donc là, je pense qu'on n'a pas de chiffres. Oui, ben en fait, on a une petite idée sur l'air, parce qu'on sait le nombre de décès qui seraient dus à la pollution de l'air, mais pas par les pesticides, mais sur la pollution de l'air, parce qu'on sait le chiffrer par les maladies induites quand on parle de pollution de l'air. Ce sujet, on l'a travaillé dans le cadre des ZFE. Là, je pense que la question, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, la création d'une phytopharmacovigilance nous permettrait de pouvoir classer ces produits et, in fine,
in fine, d'avoir un chiffrage. Je le redis, la volonté et la nécessité de créer cette phytopharmacovigilance nous permettrait de classer, j'allais dire, les pathologies dues aux pesticides et donc, à un moment donné, de pouvoir chiffrer quel est l'impact réel des pesticides sur la santé et sur les maladies dont on parle. Merci Madame la Ministre. Nous concluons cette audition avec vous sur cette notion de phytopharmacovigilance, qui est une notion complètement centrale, qui sera certainement relevée dans les recommandations à l'issue des travaux de cette commission. Merci de vous être rendu disponible, merci de votre implication.